Mesdames, Messieurs, merci beaucoup et merci aussi à M. Bensoussan et à M. Lévin pour ces présentations. Notamment, effectivement, dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a heureusement des justes, mais malheureusement aussi, il y a des justes qui ne seront jamais reconnus parce que on n'a plus les moyens de les faire reconnaître. Ou alors, tout simplement, parce qu'ils ne veulent pas être honorés. Ils trouvaient ça. Il fallait tellement les aider qu'ils trouvaient ça tout à fait normal de ne pas être honorés. Donc, effectivement, le chiffre est insuffisant, malheureusement. Présentons maintenant notre auteur, Monsieur François-Guillaume Lorrain, qui est donc l'auteur de ce livre dont on va parler ici, il fallait bien les aider, mais il est aussi l'auteur de nombreux autres livres, et il est aussi d'abord journaliste au Point, où il est entré en 1999, et où il s'occupe surtout de chapitres histoire, mais pas seulement, aussi de l'actualité quand même aussi. Donc voilà notre auteur. Il est donc l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages, dont certains ont été primés. Je ne retiendrai que quatre titres qui portent plus précisément sur l'histoire, comme Ces lieux qui ont fait la France, chez Fayard, et réédité en 2015 et réédité en 2021. Louis XIV, l'enfant roi, 2020. Révolution française au pluriel, du Moyen-Âge à nos jours, 2020 également. Le garçon qui courait et qui reçut le prix Jules Rimet. D'ailleurs, ce livre ici, il a été finaliste pour le prix Renaudot de 2024. Voilà. Donc, d'autre part, notre auteur a aussi écrit sur la Shoah, soit dans des articles dans le Point, mais aussi en d'autres occasions. Ça, je lui ai communiqué un petit peu, mais ce que j'allais lui poser comme question, il m'a reprise en disant si, je lui avais dit, vous n'avez pas beaucoup parlé de la Shoah, il m'a dit si, j'en ai parlé dans d'autres livres. Alors, comme j'ai pas lu tous ces livres, je reconnais que je ne pouvais pas être plus précise. Il s'en justifiera peut-être parmi nous. Voilà, mais passons tout de suite aux questions. Donc, première question. Pourquoi écrire sur les justes parmi les nations de France, alors que donc d'autres avant vous ont écrit, comme par exemple Lucien Lazare, qui est auteur d'un dictionnaire qui est paru en 2002, et qui bien sûr est dépassé parce qu'entre 2002 et nos jours, bien d'autres justes ont été reconnus également. Il y a aussi Patrick Cabanel, qui est l'auteur d'une histoire des justes en France, paru en 2012, et puis d'autres articles également qui ont pu paraître dans différentes revues. Mais enfin, on n'est pas ici à faire une bibliographie, et donc c'est juste, il fallait bien les connaître, et donc pourquoi avoir écrit sur les justes? Merci pour votre question. Avant de vous répondre, permettez-moi de vous remercier pour votre invitation, Jean-Claude, votre accueil, Guy, et dans ce lieu qui n'est pas éclairé simplement que par le soleil. Voilà, qui est chargé d'histoire. Pour vous répondre, c'est à la fois partie de mon travail au quotidien, c'est-à-dire du journal au Point. J'ai reçu un coup de fil pour une double cérémonie de remise de médailles le lendemain, sur une seule et même famille cachée, un enfant caché, qui avait 85 ans, revenait à cette occasion d'Israël en France. Et j'avoue, toute honte bue, non pas mon ignorance des justes, mais simplement le fait qu'il y avait encore aujourd'hui des cérémonies. Il y en a très très peu, quasiment pas à Paris. Il y en a une vingtaine par an en France, dans des villages, mais vous savez, la presse nationale, elle lit pas toujours la PQR, donc on n'est pas toujours au courant de ce qui se passe, alors qu'elles sont souvent relayées dans la presse régionale. Et j'avais jamais rencontré, voilà. Et je suis parti aussi, en fait, et souvent on fait des livres à partir de non pas de ces ignorances, mais on se rend compte qu'on est passé à côté de quelque chose, de sujets qui sont beaucoup plus vastes que soi. Et pour moi, le chapitre des justes s'était un peu refermé avec leur entrée collective au Panthéon en 2007. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ce geste mémoriel qui clôt le double mandat de Chirac, qui l'avait ouvert
Ça, on y reviendra peut-être avec le discours du Veldiv où il est question des justes aussi. Voilà, c'était une formidable reconnaissance. Où Simone Veil, d'ailleurs, que vous avez cité, avait eu raison d'insister pour que ce soit une entrée collective, parce qu'au départ, on devait faire rentrer un juste, et non pas à titre anonyme et collectif. Or, je pense que c'est une notion collective, et voilà, il y avait un rapport entre l'anonymat et la reconnaissance par le nom qui travaille la notion de juste, et où l'entrée dans le Panthéon lui prêtait justice. Et donc, pour moi, cette cérémonie avait un peu refermé sur le Panthéon. C'est un grand tombeau, un grand mausolée. Voilà, cette histoire était peut-être terminée. Eh bien non, pas du tout. Quand j'ai fait ce reportage pour le journal, j'ai rencontré ce qui m'a frappé beaucoup, ce qui m'a bouleversé même. C'était la chaîne. Vous avez parlé tout à l'heure de chaîne d'entraide. Moi, ce qui m'a frappé, c'était la chaîne de mémoire. Présent dans ces cérémonies-là, des personnes qui ne se connaissaient pas, mais qui avaient énormément travaillé, dans l'ombre aussi, comme les justes, mais 80 ans plus tard, qui avaient travaillé pour la constitution des dossiers. Constitution qui est compliquée au fil du temps qui passe. Et donc ils avaient gratté, ils avaient creusé, ils avaient mis en commun leurs ressources, leurs connaissances. Ça pouvait être des gens de la famille concernée, ça pouvait être tout simplement des passionnés, ça pouvait être des historiens amateurs, ça pouvait être des gens simples comme les justes, qui avaient œuvré ensemble sans se connaître et avaient constitué ces maillons et ce réseau petit à petit, lentement, difficilement, pour arriver à la constitution d'un dossier qui peut-être un jour serait accepté à Jérusalem et qui passait par Paris et par le comité français d'Yad Vashem. Et moi qui travaille beaucoup sur la trace et le vestige et l'écho de l'événement, je me suis dit, tiens, là, il y a quelque chose de très très fort, puisque finalement, ces gens-là, en l'occurrence c'était à Paris et dans la Sarthe, sans le vouloir, de manière inconsciente, à leur insu presque, prennent exemple et imitent le travail et les gestes sur lesquels ils font des recherches. Et c'est des recherches, c'est des gestes qui avaient sauvé des vies, et eux, ils sauvent la trace de ces gestes-là. Et c'est véritablement cet écho, en fait, cette presque, pour parler avec un terme mathématique, cette homothétie entre les deux démarches qui m'a fait prendre conscience que cette histoire était incroyablement vivante encore aujourd'hui. Et quand j'ai vu cette cérémonie, j'ai découvert aussi Daniel Herzbaum, qui était l'enfant caché, qui venait là, dans la Sarthe, dans ce petit village où brusquement il y avait 300 personnes dans une salle des fêtes anonyme. Là aussi, je me suis rendu compte aussi de l'écho que ça avait localement, avec quand même l'accompagnement aussi des autorités constituées de la République. Donc il y avait aussi, tout de suite, on prenait conscience de l'importance aujourd'hui pour un député, pour un maire, le discours que ça lui permettait de tenir par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, notion de tolérance, d'antiracisme, d'antisémitisme. Donc il y avait cette mise en perspective, mais il y avait tout de suite une part sensible. Et pour vous donner un exemple, quand Daniel prend la parole, c'est un petit vieux monsieur qui parle pas très bien français parce qu'il a oublié son français. Il était parti dans les années 50 en Israël. Il ouvre une enveloppe. Alors il a plus de cheveux, plus un cheveu sur le caillou, et il ouvre une enveloppe qui contient ses cheveux de 1944.
Et c'est des cheveux qui sont les cheveux du premier rendez-vous chez le coiffeur, le jour où il a pu aller chez le coiffeur, emmené par la femme qui l'a sauvé une fois que ses deux parents ont été raflés dans le petit village de Beaufay, dans la Sarthe, Léontine Bracchi, qui était récompensée ce jour-là de manière posthume. Et il y avait ce destin aussi de cette enveloppe. Il n'avait revu Léontine qu'une fois. En 1966, il était revenu pour la voir et elle lui avait remis cette enveloppe qu'elle avait précieusement gardée, conservée. Et il avait un frère aîné qui était mort entre-temps, en 2023, avant cette cérémonie, et son frère René avait reçu autre chose de Léontine, qui était une lettre écrite par leur mère, une fois arrêtée dans la prison près du Mans, envoyée à Léontine pour la remercier de s'être occupée et d'avoir aidé ces deux poules, comme elle disait, puisqu'il fallait pas, évidemment, il fallait utiliser un message, un discours un peu secret, donc c'est les deux poules. Et c'est cette lettre qui sera perdue ensuite, qui va être retrouvée, qui va permettre aussi de constituer le dossier. Et là, j'ai pris conscience aussi à la fois de la fragilité des indices, des preuves, des témoignages, mais qui quand même ont surnagé, ont subsisté au fil du temps. Vous savez, dans nos vies, elles sont bousculées, il y a les déménagements, ce qu'on perd, ce qu'on retrouve, ce qu'on conserve, ce qu'on ne conserve pas. Et voilà, donc c'est cette enveloppe pleine de cheveux et cette lettre qui vont permettre de constituer le dossier m'ont fait prendre conscience de la part intime, de la part mémorielle et de la part familiale et de la part aléatoire aussi de ces preuves qui permettent de constituer une reconnaissance. Et c'est en fait des gens, un monde, un univers et un continent que j'ai découvert lors de ces deux journées-là. Donc je me suis dit, et quelqu'un du comité français pour Yad Vashem qui était là, et je suis allé les revoir. Corinne Meloul. Alors Corinne n'était pas là, non, c'était Viviane Lombroso qui était là, et elle m'a parlé de Corinne. Alors Corinne Meloul, c'est une dame qui travaille... En fait, le département des justes au comité français pour Yad Vashem, c'est Corinne Meloul. C'est une personne qui est là-bas depuis 25 ans, qui a enregistré aussi beaucoup de voix, de témoignages de justes quand ils étaient encore vivants. Et Corinne, je suis allé la voir et elle m'a fait confiance. Voilà. Je lui ai demandé qu'elle me raconte des histoires. Je l'ai écoutée et puis je lui ai dit, bon, ben d'accord, très bien, on va partir. On va aller voir ces gens-là. Il y a quelques justes encore vivants, à l'époque, c'était il y a 2 ans. On va aller voir les descendants des deux côtés des familles, sauvés, sauveurs. On va aller voir les lieux et on va essayer de reconstituer les réseaux, les mailles, enfin, toute cette partie complexe, toutes ces circonstances-là. Alors, je ne vous ai pas répondu. Tout à fait, vous m'avez mentionné trois livres importants. Lucien Lazare, qui était en fait la personne qui s'occupait à Jérusalem de la partie française, qui a fait un travail énorme, qui a fait ce dictionnaire en 2002, qui a été préfacé d'ailleurs par Jacques Chirac, et qui, lui, évidemment, il avait accès aux fiches, en fait, des documents, et donc il avait résumé, à l'époque, il y avait à peu près 1000-1200 justes. Et c'est un point de départ, c'est un tremplin. Quand on lit ces fiches, on se dit, ah oui, voilà, il résume, et on se dit, on a envie vraiment d'en savoir tellement plus sur qui est qui. Ce sont d'ailleurs ces fiches-là qui sont reprises à l'heure actuelle sur le site de Yad Vashem. Voilà, qu'on retrouve sur le site. Patrick Cabanel, qui avait aussi fait cette biographie d'Alice Ferrière, oui. Qui est la première juste française. En 1964, vous avez cité l'abbé Fleury. Et juste après, il y a Alice Ferrière, qui est une protestante, qui est une professeure de mathématiques à Murat, dans le Cantal, qui est aussi la belle-sœur d'un des plus grands résistants, et pour ma part, dans mon panthéon, d'un de mes grands héros, qui est le grand mathématicien français de l'époque, et un grand chef résistant, Jean Cavaillès.
Et Alice Ferrière, donc, elle avait reçu beaucoup de lettres d'enfants ou de personnes qu'elle avait sauvées. Donc Patrick Abenel, qui est un historien du protestantisme, a travaillé sur elle, chère Mademoiselle. Et puis il y avait ensuite une histoire des Justes, qui était beaucoup, j'avais regardé, qui était aussi, comme c'est un historien de protestantisme, il avait travaillé sur le Chambon-sur-Lignon, sur le plateau du Chambon, donc c'était un peu orienté sur le protestantisme. Et puis vous m'avez cité un troisième livre peut-être. En tout cas, il n'y avait pas cette... Moi, j'ai toujours pratiqué une histoire du terrain, une histoire où je vais voir les acteurs, les témoins et les lieux. C'est une histoire narrative, je raconte mes rencontres, je reconstitue tout cela dans un récit. Et je savais de toute façon que ça n'avait pas été fait. Et donc, et surtout, il y a 4300 justes, donc en fait, il y a peut-être 4300 livres à faire. Et à chaque fois que Corinne me lançait quelques phrases, il y avait une véritable force. J'avais envie de quitter le siège devant elle et de m'en aller tout de suite et d'aller exactement savoir ce qui s'était passé et pourquoi. Quels étaient les motifs, quelles étaient les raisons. Voilà. Donc il y avait quelque chose de plus fort que moi. Donc je reprends quelques idées que vous avez émises. Là, vous avez parlé de notions collectives. Je pense effectivement que c'est important. Il y a évidemment un juste ou une juste, mais à côté d'elle, de lui ou d'elle, il y a aussi souvent un réseau. D'ailleurs, parmi les justes, parmi les nations, plus souvent, il y a plusieurs justes qui sont honorés en même temps. Une famille ou des voisins ou des choses comme ça. Et je prends pour exemple ce qui est bien connu maintenant ici à Lille, à Fively, le sauvetage de Fives le 11 septembre 1942. Certes, il y a la 25 cheminots, dont 3 ont été déjà ou vont être honorés, mais ces 25 cheminots, mais après, une fois qu'ils étaient sortis de la gare de Fives, il fallait aussi une chaîne, notamment, on en parlait tout à l'heure, Jean-Claude, le Café Sarrazin, qui a recueilli cette soixantaine d'enfants. Il fallait, et après, le dispatcher dans la commune d'Hellemmes. Et les habitants d'Hellemmes sont aussi finalement impliqués dans ce sauvetage, à un second degré peut-être, mais sont impliqués. Donc je crois, enfin je prends cet exemple qui nous est proche pour indiquer que c'est vraiment aussi une chaîne et que c'est collectif. Alors quand vous parlez aussi de Yad Vashem qui sauve la trace, ça je pense que c'est, j'ai repris votre phrase, hein, Yad Vashem qui sauve la trace de ces sauvetages, effectivement. Si on veut y connaître, enfin moi que j'ai travaillé un petit peu d'abord sur Yad Vashem, enfin il y a une trentaine d'années déjà, à Yad Vashem pour recueillir déjà des témoignages qui sauvent cette trace. Alors j'en viens aussi à une autre question à laquelle vous avez déjà un petit peu répondu, qui effectivement porte sur la nature de votre investigation, parce qu'effectivement vous faites un travail d'historien incontestable, mais pas seulement, pas que. Et vous n'allez pas seulement que dans les archives, vous allez vers les gens, et vous venez de le dire, que c'est ce qui vous intéresse. Et je reprends par exemple dès la page 19, donc tout au début, ça commence par « J'ai un rendez-vous avec une juste parmi les nations ». Et donc vous allez raconter votre rencontre avec cette juste. Donc ce n'est pas seulement raconter le sauvetage, comme peut le faire un historien qui s'en va dans les archives, et j'en sais quelque chose, et qui se limite qu'à ces archives. Non, vous allez au-delà et vous allez effectivement vers ces témoins. Bon, vous venez un petit peu donc vous racontez aussi la rencontre passée, sans doute, la rencontre avec ceux qu'ont accompli ces justes, mais vous racontez aussi votre rencontre présente avec ces justes, et c'est ce qui vous intéresse encore davantage, j'ai l'impression. Enfin, davantage, peut-être pas, mais autant, tout au moins. C'est-à-dire que depuis 25 ans, je n'ai cessé de rencontrer des acteurs, des témoins de l'histoire, et je sais que dans la rencontre, dans les questions, dans le temps qu'on passe avec eux, il y a toujours des choses nouvelles, il y a toujours des éléments, des circonstances qui surgissent. Quand je suis allé voir en particulier Odette Blanchet, qui est aujourd'hui une des 2 dernières justes vivantes,
mais qui est la seule en mesure de raconter ce qu'elle a fait. On est confronté, vous savez, on est toujours confronté à l'énigme. Pourquoi ces gens-là, à un moment, de manière urgente, ont agi, soit de manière isolée, soit de manière organisée, ça on y reviendra, mais quand l'histoire tape à leur porte de manière dangereuse et urgente, qu'est-ce qu'il s'est véritablement passé dans leur esprit? Voilà, j'allais la voir en disant qu'elle reconstitue, et j'avais la chance aussi d'aller voir en même temps l'enfant, un des deux enfants qu'elle avait caché, qui était devenu un grand médecin, et de confronter en fait leur version, de confronter exactement les circonstances, parce qu'ils en avaient la mémoire exacte. Et quand on est historien, on a toujours, c'est un peu le complexe de Barbe Bleue, vous savez. Vous ne pouvez pas rentrer dans la chambre interdite. Vous ne pouvez pas rentrer, vous arrivez trop tard. Vous arrivez après la bataille, vous arrivez après les événements. Mais quand vous avez la chance d'être en présence de ceux qui l'ont vécu et de pouvoir essayer de reconstituer exactement la scène, les scènes. Et avec Odette, elle avait, parce qu'elle a fait déjà ces récits-là, et donc même si elle a 99 ans, tout est là, parfaitement organisé dans sa mémoire. Et comme chez Jean-Claude Moscovici aussi, même s'il avait que 6 ans, tout s'est incrusté, gravé, comme dans du marbre, chaque moment. Donc, c'était aussi, reconstituer ces scènes-là. Et Odette s'est donné aussi l'occasion. Nous arrivons aussi très tard et nous estimons peut-être que ces gestes-là sont extraordinaires. Or, eux, Odette et Jacqueline Bell, qui est l'autre juste vivante que j'ai rencontrée, donnent les témoignages vivants que pour eux, le geste était ordinaire. C'est ça aussi, ce décalage entre notre perception, peut-être un peu notre préjugé presque par rapport à leur action, et le sentiment qu'ils ont, et qu'on va retrouver d'ailleurs dans tous les témoignages. C'est-à-dire, c'est pour ça d'ailleurs j'ai choisi ce titre, Il fallait bien les aider, qui est la phrase recueillie par la fille d'un juste vietnamien quand elle interroge son père. Cette évidence-là, parce que c'était normal, parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Et replacer ces gestes-là dans la trame quotidienne de ce qui se passait dans leur village, dans les villes. Alors je vous interromps parce qu'on arrive un petit peu justement à une question sur laquelle nous avons légèrement, parce qu'on n'a pas eu le temps de vraiment communiquer, mais vous avez un petit peu accroché à cette question que je dis, ont-ils agi spontanément? On en est un petit peu à ça. Alors voilà, moi j'ai toujours une réticence à invoquer la spontanéité de ces gestes salvateurs, et justement ce que vous venez de dire me conforte un petit peu dans cette réticence, parce qu'effectivement ces gestes agissent bien souvent en fonction de valeurs qui les guident dans la vie quotidienne. C'est parce que en amont, il y avait déjà en eux très fortement des convictions très fortes qu'il faut aider son prochain, qu'il faut aider les personnes. Et bien avant la situation d'urgence dans laquelle il se situe, lorsqu'il faut brutalement, de manière tout à fait inopinée, sauver un enfant, sauver un adulte, mais certains peuvent réagir « non, moi jamais », d'autres on va dire spontanément. Non, c'est pas si spontané que ça. C'est qu'avant, en amont, il y avait déjà intégré en eux, imbibé en eux, si j'ose dire, des valeurs qui fait que, eh bien, ils ont fait ce geste. Et vous m'avez du coup répondu, mais c'est la banalité du bien. Effectivement, j'ai retenu cette phrase que vous m'avez renvoyée dans un courriel, c'est la banalité du bien. Et je vous laisse tout de suite la parole, mais je voudrais tout de même citer là une phrase du pasteur Trocmé, ce fameux pasteur qui a incité sa population au Chambon-sur-Lignon, sa paroisse du Chambon-sur-Lignon, à cacher ses enfants sur le plateau. Eh bien, il disait « Je ne sais pas ce qu'est un juif, nous savons seulement ce que sont des êtres humains. Il faut aider les êtres humains
et voilà, et c'est ça le point de départ. Donc, la spontanéité, bien sûr, dans l'urgence, il y a un geste qui peut paraître spontané, mais si on y regarde de près, il y a en amont tout une somme de sentiments qui fait que on a ce geste salvateur. Alors, c'est peut-être pas un geste complètement réfléchi, mais sur le coup, mais quand on y regarde de près, je pense qu'il y a tout de même un geste réfléchi. Et là aussi, je prends encore un exemple, puis après je vous laisse la parole, comme c'est pas moi qui dois parler, c'est le pasteur Nick qui a effectivement hébergé dans son presbytère à Fives les personnes qui ont été sauvées, mais qui a sauvé énormément d'autres personnes. Et d'ailleurs, en général, ces justes ont aussi sauvé d'autres personnes que les juifs. Monsieur. Mais là, je vous laisse la parole. Et spontanéité ne veut pas dire absence de raison. C'est ça. On pense que spontané, ça vient de... Ça vous tombe de là-haut, ou ça vient d'une source mystérieuse en soi. Moi, je vous ai répondu sur la banalité du bien, évidemment en référence à la notion d'Hannah Arendt de la banalité du mal, mais creusons justement cette notion de banalité du mal et revenons à un moment qui d'ailleurs est central et capital pour l'histoire des justes et l'histoire d'Israël, qui est le procès Eichmann, lors duquel Hannah Arendt, envoyée par un journal américain, élabore cette notion-là. On y reviendra peut-être, mais elle est centrale pour Israël et la notion de juste, puisque c'est le procès Eichmann qui incite Yad Vashem à actualiser, à donner une forme concrète à une notion qu'ils ont créée en 1953 lors de la création de Yad Vashem. Mais on est en 62. Il ne s'est rien passé entre. Hannah Arendt, quand elle voit arriver Eichmann, elle pense... Elle croit... Excusez-moi de vous interrompre, c'est 1961, Eichmann. Oui, 61, pardon. 61, et puis 62, les premiers justes en Israël. Mais c'est véritablement la suite du procès Eichmann et de ce que ça va déclencher en Israël, dans la société israélienne. Quand elle voit arriver Eichmann, organisateur de l'extermination en particulier des 400 000 juifs hongrois, elle pense découvrir un personnage diabolique. Elle a une perception d'un homme qui incarne le mal avec un grand M. Et quelle est sa surprise de découvrir un petit homme gris, un petit fonctionnaire, sans relief, sans personnalité apparente, et qui ne cesse de dire qu'il n'a fait qu'obéir à des ordres, et à une autorité, à un État, à une administration. Et là, elle forge cette notion de banalité du mal. Et surtout, plus important encore, elle comprend que Eichmann met en avant une absence de soi. C'est-à-dire quelqu'un qui dit, ben non, moi je ne fais qu'obéir, je suis absent à moi-même, je ne réfléchis pas moralement à la portée de mes actes. Une sorte de mise en suspens de la personnalité. Et si on retourne justement ce concept de banalité du mal en banalité du bien, le juste, le futur juste, c'est celui qui, confronté à l'histoire, va répondre présent, ne va pas s'absenter de soi-même. Et pourquoi il ne s'absente pas de lui-même ? Parce qu'il va, et là je vous rejoins et je vous retrouve, parce qu'il va puiser, il a une sorte de réserve intérieure des ressources qui sont irriguées par de multiples sources possibles. Ça peut être des ressources spirituelles, de convictions religieuses, protestantes, catholiques, ça peut être des expériences d'association, ça peut être un engagement patriotique. Odette me dit que j'ai la France dans la peau, mais ça peut être aussi une empathie par rapport à des gens qu'on connaît un peu, des voisins. Ça peut être, j'ai regardé rapidement, mais à Lille, il y a le cas d'un médecin qui reçoit quelqu'un apporté par une catholique
et on lui demande est-ce que vous pouvez vous occuper de cet enfant. Il la reçoit d'abord en tant que médecin, il voit cet enfant, il ne la connaît pas, mais il y a un lien tout de suite qui s'établit. Oui, c'est le médecin Baron. Il a un enfant Lipschitz, je crois. Bischoff et Kozlowski. Et à Mont-Saint-Barreul, mais après ils vont venir à Lille. Il y a, mais plus important, c'est cette idée d'avoir une réserve où elle est puisée quand on pourrait avoir peur, quand justement ce trouble, ce brouillage complet, cette panique peut se déclencher et faire qu'on oublie qui on est et ce qu'on peut faire. Et c'est ça, me semble-t-il, la source commune, le point commun à ces actions-là. Ensuite, il faut prendre en compte la conséquence de ces actes. C'est-à-dire qu'une fois que vous ouvrez la porte, une fois que vous tendez la main, soit en effet vous êtes dans une association organisée, et on retrouve les mêmes procédés que pour sauver des aviateurs, pour sauver des résistants. C'est-à-dire, de toute façon, anthropologiquement, il s'agit toujours de la même manière. On résiste comment? En se cachant, en faisant disparaître, en prenant d'autres identités. Ça a toujours été le cas dans l'histoire de l'humanité. Donc là, il s'agit d'avoir les mêmes ressources, les mêmes stratagèmes pour aider ces personnes juives. Et donc, je crois que là, il y a ce trésor qui ne demandait peut-être qu'à surgir. En fait, il y a une sorte de réaction, de révélation du futur juste à ce qu'il peut faire. Alors, il y en a d'autres qui, parmi ces justes, il y a des cas où, une fois qu'on en a sauvé un, ça va déclencher même un volontariat. J'aime beaucoup une femme, Louise, à Pontarlier, qui va aller à la gare et voir, parce qu'elle sait bien qu'il y a dans les trains qui arrivent de Paris notamment, on n'est pas loin de la frontière suisse, donc il y a des familles juives qui descendent là et qui vont essayer de passer la frontière, donc elle les repère, et elle y va régulièrement, très régulièrement, donc elle a une démarche très volontaire, et elle fait presque une traque, mais cette fois-ci une traque pour le bien. Elle repère les gens qui sont dans une sorte de nécessité de perdition, pour pouvoir leur tendre la main et pour pouvoir les aider à passer la frontière. Donc il y a et puis moi ce qui m'avait, mais ça on pourra en reparler, mais il y a aussi le cas, prenons le cas d'Odette. Il peut y avoir plusieurs sources à une raison, à l'action. Elle me parle de son engagement patriotique, et c'est d'ailleurs pour aider la famille Moscovici qu'elle va rentrer dans un réseau de résistance, toujours pour faire des photos, par exemple. Elle va aller voir son oncle d'abord, qui va lui présenter un instituteur, et l'instituteur lui dit « Bon, ben, si vous voulez vraiment les aider, il faut aller voir un tel. » Donc, c'est pour aider la famille juive qu'elle devient résistante, mais elle connaît aussi les Moscovici, parce que le docteur Moscovici, dans ce petit village, il soigne son grand-père, et il a sauvé la vie de son grand-père, et donc il y a des liens. Elle connaît Madame Moscovici, elle s'occupe des enfants, donc il y a une sorte de familiarité, d'empathie naturelle qui s'est établie. Mais vous pouvez avoir, j'aime bien aussi le cas à Paris d'un monsieur Aran, qui est un ancien combattant. Il y a beaucoup d'anciens combattants parmi les justes. Donc évidemment, ils ont un engagement, ils ont la mémoire de leur combat de soldats, et puis
ils ont vieilli, ils voient ce qui se passe. Et Monsieur Aran, il est dans une rue du 20e. Le 16 juillet 42, il dort mal, il est asthmatique, il fait chaud, il se réveille à 4 heures du matin pour ouvrir la fenêtre. Il y a aussi la part du hasard. Hein. C'est ça que moi j'ai découvert dans ces enquêtes, c'est parce que les circonstances, c'est-à-dire que ça peut être aussi des hasards heureux, des heureuses rencontres. C'est important qu'on travaille l'histoire, c'est-à-dire retrouver, redonner la place à l'aléatoire dans l'histoire. Et Monsieur Aran, il ouvre la fenêtre et il voit que la rafle du Veldiv, ce qu'on va appeler la rafle du Veldiv, va commencer dans sa rue. Il voit les camions et il pense à une famille, les Patalovski. Et là aussi, on est dans la quotidienneté. Il les connaît depuis 1 an, ils habitent de l'autre côté de la rue. Le gosse n'a pas cessé de l'enquiquiner parce qu'il sonne tout le temps à la porte comme un petit schnappant. Et puis ils ont fait connaissance. Et puis il a fait connaissance avec la mère. Il a vu qu'elle était dans un besoin, une affliction parce que son mari était déjà déporté. Et c'est ce lien un peu ténu, fragile du Paris des années 40 qui fait qu'il pense tout de suite aux Patalovski, à ce qui peut leur arriver. Mais il a le réflexe, et c'est aussi ça, ce réflexe de l'ancien combattant. Il se dit, je vais me confronter à la police française, il y aura peut-être des Allemands, donc il faut que je présente bien, il faut que j'impressionne, parce qu'il pense tout de suite à l'acte qu'il va faire, qui est de sortir de la nasse, les Patalovski, et donc il va chercher sa veste où il y a toutes ces médailles, pour pouvoir en imposer. Et il va les croiser parce qu'il va embarquer le gosse rouler dans un tapis, il va emmener et il va commencer durant cette nuit-là dans sa rue parce qu'il en connaît d'autres et il va les amener chez lui dans sa quincaillerie, dans une trappe, et il va en mettre 14. Donc on voit qu'en fait il y a une sorte de complexe qui se met en place entre le hasard, entre ses convictions, ses relations. Après, les causes aussi, bon, ça on abordera sans doute, le volet politique. De toute façon, c'est une manière, le juste dit oui à la fois à celui qui lui demande quelque chose ou celui qu'il voit, et il dit non aussi. Il dit non à une politique de répression, à une politique globale, collective. C'est une manière de dire non, seul ou dans un réseau. Mais j'ai tendance à croire, que quand vous voyez dans l'histoire, on a souvent des confrontations, soit entre des puissances équivalentes, soit entre des puissances très disproportionnées. Et là, en l'occurrence, pendant la guerre, c'est un élément très fort, c'est un pouvoir organisé qui met en place une politique globale d'extermination et de déportation. Et j'aurais tendance à penser que les justes, les futurs justes, font partie des faibles, des plus faibles, et que l'action des justes, c'est la réponse du faible au fort, qu'on retrouve assez souvent dans l'histoire, c'est-à-dire le stratagème, comment agir quand l'espace est quadrillé, surveillé, et donc voilà, c'est une nouvelle incarnation de l'action du faible, action efficace, mais qu'on peut trouver ailleurs en histoire. Si je reprends quelques éléments de ce que vous venez de dire, là, parce qu'au fur et à mesure, il y a des idées aussi qui émergent. Vous avez parlé d'un geste ordinaire. C'est justement parce que, j'en reviens au début de notre conversation, là, tout de suite, c'est que, effectivement, si il y a en amont toute cette implication dans ce qu'on pourrait appeler la banalité du bien, donc c'est un geste ordinaire, et c'est ce qui explique que quelquefois, ils ne veulent pas être honorés, parce que c'est tout à fait ordinaire, et parce que
aussi, plusieurs refusent d'être honorés. Et quelquefois, même les enfants et les petits-enfants refusent, une fois que ils sont décédés, ces personnes salvatrices, eh bien, les enfants, les petits-enfants refusent également, parce que justement, le geste était ordinaire et ne mérite pas d'être honoré, pense-t-il. Alors, quand vous avez parlé aussi d'engagement sur un engagement spirituel, etc., si je reprends aussi le cas de l'île Fives, c'est en fait, la plupart des cheminots étaient syndiqués. Et le Fives est une population très ouvrière, très impliquée politiquement. Le Front populaire avait eu un très grand succès à Fives. Donc, dans cette population qui a aussi été complice après le sauvetage par les cheminots, il y a cet engagement politique et syndical qui sans doute explique. Je reprends un petit peu en donnant des exemples précis. Et alors, vous avez aussi parlé d'une démarche volontaire. Et bien là, je crois aussi, c'est les infirmières d'Ambroise Paré qui envoient une élève infirmière, elles en vont par le pasteur Pache, elles en vont, disent quelque chose à la gare, donc elles envoient une élève infirmière pour voir ce qui se passe. Et l'élève infirmière revient en disant « se passer », c'est comme ça que l'élève infirmière revient avec son sac à dos et qu'elle va sauver le petit Michel dans son sac à dos. Donc là aussi, il y a une démarche volontaire. Et elle cachait, avant de cacher le petit Michel Baran, elle cachait des aviateurs anglais. Donc là, il y a le cas d'une démarche volontaire. Bon, excusez-moi de prendre un petit peu, de vous voler un peu la parole et de remettre dans le feu. Je pense qu'on a encore le temps un tout petit peu. Moi, ce qui m'a aussi souvent étonnée, et c'est le cas aussi du travail de Laurent Thévenet, son nom m'échappait, qui a travaillé sur les cheminots justes, pas seulement dans le Nord, dans toute la France. Mais finalement, ils sont de toutes les catégories sociales. On retrouve très bien un royaliste en Bretagne qu'un cégétiste, par exemple Douce, était communiste. On retrouve tout cela, et je crois que dans votre livre aussi, il y a ce mélange social. Oui. Le petit chenapan là, qui sonne à la... Mais il y a une blanchisseuse de Paris, qui est une sorte de Cosette, qui n'a plus de famille, qui va trouver une famille en sauvant 9 personnes, dont son futur mari. Moi, j'ai travaillé avec la fille née de ce mariage, cette blanchisseuse. Après, l'année dernière, il y a eu la cérémonie récompensant le premier diplomate français. Oui. Qui travaillait dans la légation au Vatican. Il y a un très grand notable de Vendée qui, lui, alors vraiment, est un grand résistant. Il fait partie de l'immense réseau Alliance. Et dans son château, où j'ai retrouvé je vous parlais des passionnés, une vieille historienne qui avait travaillé sur lui, qui a permis que le dossier aboutisse. Eh bien, dans le même château, il y a une famille juive, les Blumenfeld, et puis il y a des aviateurs anglais dans un autre coin du château. Donc là, vous avez vraiment la concomitance. Vous avez un Vietnamien qui est de la bourgeoisie vietnamienne, qui est venu faire ses études de médecine à Nice. Il y a des bergers. Ce qui, je trouve aussi, là, en l'occurrence, que je trouve aussi que l'histoire des Justes, globalement, permet d'aborder des aspects restés dans l'ombre, je trouve, de l'histoire de la Shoah en France. Enfin, pour ma part, je parle toujours de mes ignorances, mais Aulus-les-Bains faisait partie de ces dizaines de villages de résidences surveillées. En faisant mes recherches, j'ai découvert qu'il n'y avait pas de livre sur l'histoire de ces villages de résidences surveillées. Il y en avait localement, vous pouviez trouver un livre, par exemple, il y en a eu un sur Saint-Gervais-les-Bains, qu'on connaît, près de Chamonix. Il y en avait un près du camp de Gurs. Il y en avait un dans la vallée de Vésubie. Saint-Martin de Vésubie était un village de résidence surveillée. C'est une réalité très importante, d'abord dans l'administration du régime de Pétain, puisque c'est le régime de Vichy qui met en place ces lieux qui permettent de surveiller, d'extraire de la communauté nationale les Juifs. Quantitativement, c'est très important. Il
il y en a des dizaines, et à chaque fois, dans un village, vous avez 500, 800, 1000 juifs, souvent dans des lieux bien particuliers, c'est-à-dire dans des lieux au fond de vallée, qu'on peut verrouiller facilement avec un cordon de gendarmerie, dans des zones montagnardes, balnéaires, donc il y a la capacité hôtelière pour des pensions, des hôtels. Et là, au Luce-les-Bains, c'est un lieu à la fois balnéaire, mais où la population habituelle, ce sont des bergers, vous êtes à la frontière espagnole, et c'est très intéressant, en discutant avec les enfants de ces gens-là, il y a plusieurs familles qui ont été récompensées, de comprendre le mécanisme, comment petit à petit, ces gens qu'ils voient arriver au mois de mars, avril, mai 42, avec qui ils apprennent à vivre. Les enfants vont à l'école, les médecins s'occupent de la population, les tailleurs font des vêtements, enfin bon, ça. Ils ne font rien pour eux. Il y a une sorte de cohabitation assez tranquille, mais ils ne font rien pour eux. Et puis comment ils basculent dans le geste volontaire, ces bergers, hein, parce que, et ça c'est très important pour comprendre aussi la chronologie, le calendrier, et l'action des justes pendant la guerre, ils voient, et je pense, en fait c'est quand il y a des grandes actions de répression, comme à Lille le 11 septembre 1942, la grande rafle, là où il y a un élément quelques jours avant qui est très important pour la France, c'est la grande rafle dans toute la zone libre du 26 août 1942, qui est un moment crucial. On parle tout le temps de la rafle du Veldiv, on est focalisé parce qu'elle est à Paris, parce qu'elle est sur un lieu. Et pour moi, une de mes découvertes... Vous avez tout à fait raison. Et la rafle du 26 août 1942. Parce qu'en amont, vous avez le basculement des grandes autorités catholiques. Hein. Je vous renvoie à la grande lettre pastorale de Monseigneur Saliège à Toulouse et d'autres évêques à Foix qui circulent, qui sont lus dans les églises. Saliège qui a des phrases extraordinaires sur le silence, quand il répète, il y a le silence du recueillement, il y a le silence de la servilité, il y a le silence complice, il y a le silence de la résistance, et quand il termine en disant « Et vous, quelle est la nature de votre silence ?» Il renvoie tous les fidèles à leur conscience. Et puis, le 26 août 1942, c'est dans toute la zone libre. Ce n'est pas un lieu en particulier. Et c'est en dehors des Allemands. Et c'est en dehors des Allemands. Et c'est le seul lieu en Europe où vous aurez une rafle organisée strictement par les Français. Et là, chose importante et qui explique aussi, mais c'est une partie de l'explication, parce que tout ça c'est un puzzle. Par exemple, toute cette population d'Aulis-les-Bains, elle voit s'abattre très concrètement sous leurs yeux la répression de ces gendarmes qu'elle connaît, sur des gens qu'elle connaît depuis 3 mois. Et là, il y a une prise de conscience. Et là, ils se disent, bon, mais là, il faut faire quelque chose. Ils envoient partir 200, 300 sur les 800, et ils vont leur proposer des passages à 2000 mètres. Vous imaginez, avec des gens qui n'ont jamais mis les pieds à la montagne, qui sont avec des chaussures de ville, qui sont parfois âgés, mais ils vont les emmener, ils vont faire des voyages pendant tout l'hiver 42, avec des moments, je crois, vraiment déchirants, et à la fois du sauvetage et de la séparation, parce que vous les emmenez à 2500 mètres jusqu'à la borne franco-espagnole, et puis vous leur dites adieu, vous les lâchez. Advienne que pourra, bon courage, et vous n'avez plus de nouvelles, vous ne saurez plus rien. Et c'est aussi ça, je reviens sur le mémorial, c'est que la mère de Jeanne Rogal m'a fait prendre conscience que ces gens-là, souvent, parfois, toute leur vie, se sont posé la question, mais qu'est-ce qu'ils sont devenus? Moi, je les ai aidés à un moment,
Alors parfois ils ont gardé contact, hein, parfois ils les ont aidés, conserver, garder jusqu'en 44, 45, mais parfois ils étaient de passage et puis ils les ont passés à quelqu'un d'autre dans le réseau d'entraide, et puis parfois il y en a qui ont été quand même arrêtés, déportés. Mais l'histoire de Madame Rogal, parce qu'elle est extraordinaire, parce que 60 ans après, elle va les retrouver. Elle va retrouver en particulier le bébé qu'elle a porté jusqu'à 2500 mètres et qui vit au Canada. Et c'était ça aussi, cette interrogation modeste. C'est quelqu'un qui n'en a jamais parlé, mais qui, voilà, y a pensé pendant 60 ans. Et le petit bébé, qu'est-ce qu'il est devenu? Voilà, on s'arrête là.